Et si je vous disais que, peut-être sans même vous en rendre compte, vous vivez depuis des années selon les préceptes d'anciens empereurs et philosophes romains? Non, il ne s'agit pas de porter une toge ou d'avoir une subite envie de combat de gladiateur, il s'agit de votre façon de penser. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de sages barbus tirés de vieux livres poussiéreux, mais de vous. Nous allons explorer 5 signes tout à fait inattendus qui montrent que le stoïcisme a déjà sa place dans votre vie. Et je vous promets que certains de ces signes vont vraiment vous surprendre. Ils vont briser tous les stéréotypes sur les stoïciens, perçus comme des statues froides et dénuées d'émotions. Prêt à découvrir le philosophe secret qui sommeille en vous, alors c'est parti. Avant de plonger dans ces signes, clarifions rapidement un point important. Lorsque la plupart des gens entendent le mot stoïque, ils imaginent une personne qui réprime toutes ses émotions, quelqu'un avec un visage de marbre complètement indifférent à tout. Mais c'est une idée fausse très répandue. Le vrai stoïcisme, ce n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité à les gérer. Ce n'est pas ne rien ressentir, mais ne pas être l'esclave de ses sentiments. Les anciens stoïciens, tels que l'empereur Marc Aurèle, le dramaturge Sénèque et l'ancien esclave Épictète, étaient des êtres de chair et de sang. Ils ont connu la trahison, la maladie, les intrigues politiques et les pertes. Leur philosophie n'était pas une théorie académique, mais un système d'exploitation pratique pour survivre et s'épanouir dans un monde souvent brutal. C'était une boîte à outils pour trouver la sérénité, le courage et la sagesse. Et il s'avère que nombre de ces outils, nous les utilisons encore intuitivement aujourd'hui. Alors, le premier signe, et peut-être le plus fondamental, est celui-ci. Vous faites mentalement la distinction entre ce que vous pouvez contrôler et ce qui échappe à votre emprise. Et vous vous refusez de gaspiller votre énergie sur la seconde catégorie. Imaginez-vous dans un embouteillage. Vous êtes en retard pour un rendez-vous important. Les klaxons retentissent, tout le monde s'impatiente. Mais vous, au lieu de taper sur le volant et de pester contre le monde entier, vous poussez un soupir, lancez votre podcast préféré ou passez un coup de fil pour prévenir de votre retard. Vous savez bien que vos invectives ne feront pas disparaître le bouchon. C'est ça, la dichotomie du contrôle en action. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, la météo, l'économie mondiale ou l'humeur de votre chef. Mais ce que vous contrôlez entièrement, c'est votre réaction face à ces éléments. Vous avez le contrôle de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Cette simple pensée est un véritable baume pour les nerfs mis à rude épreuve. Elle vous redonne un sentiment de maîtrise sur votre vie, même quand tout semble vous échapper. Ce n'est pas de l'apathie, c'est une gestion stratégique de votre énergie. Et si vous agissez ainsi, félicitations, vous pensez déjà comme un stoïcien. Approfondissons ce premier principe, car il est fondamental. Cela va bien au-delà des embouteillages. C'est l'ensemble de votre existence qui est concerné. Prenons un exemple. Vous n'avez pas obtenu la promotion que vous espériez. Plutôt que de ruminer pendant des semaines votre colère contre un patron jugé injuste, vous choisissez d'analyser la situation. Qu'est-ce qui était sous votre contrôle? La qualité de votre travail, votre préparation à l'entretien, vos compétences. Qu'est-ce qui, au contraire, échappait à votre contrôle? La vie personnelle de votre supérieur, le budget de l'entreprise ou l'existence d'un candidat jugé plus approprié. L'approche stoïque consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez améliorer en vous. Peut-être devriez-vous suivre des formations complémentaires ou mettre à jour votre CV et explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Vous redirigez alors votre énergie d'une colère stérile vers une action constructive. Il en va de même dans vos relations. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer ou à changer, mais vous pouvez en revanche maîtriser votre propre comportement, votre honnêteté et votre ouverture d'esprit. Se concentrer sur sa zone de contrôle n'est pas un signe de faiblesse, mais bien celui d'une immense force intérieure et d'une grande maturité. Voici un aspect souvent insoupçonné de cette approche. Les personnes qui appliquent la dichotomie du contrôle donnent souvent l'impression d'être plus efficaces et plus chanceuses. Mais ce n'est pas de la magie. Le secret, elles ne gaspillent ni leur temps ni leur énergie mentale à se soucier de ce qui échappe à leur contrôle. Imaginez que vous disposez de 100 unités d'énergie pour la journée. Une personne lambda
en dépensera 50 à ruminer le passé, à s'inquiéter de l'avenir et à se fâcher contre son entourage. Il ne lui restera alors que 50 unités pour se consacrer à des actions concrètes. Une personne dotée d'un état d'esprit stoïque, elle, ne consacrera à ses préoccupations inutiles que, disons, 10 unités, simplement parce qu'elle se dit à temps « cela ne dépend pas de moi ». Il lui reste alors 90 unités d'énergie pour son travail, sa famille, ses loisirs et son développement personnel. Elle dispose tout simplement d'une bien plus grande capacité à atteindre ses objectifs. Alors, si vous avez remarqué chez vous cette aptitude à facilement lâcher prise sur les situations que vous ne pouvez pas maîtriser et à vous concentrer plutôt sur vos propres actions, sachez que vous appliquez là l'une des stratégies les plus puissantes pour la productivité, une sagesse redécouverte et appliquée il y a plus de 2000 ans. Comment appliquer cela de manière consciente au quotidien? Il y a un exercice tout simple. La prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété, de la colère ou de l'inquiétude, arrêtez-vous un instant et posez-vous une seule question. Ce qui me préoccupe, est-ce sous mon contrôle total, sous un contrôle partiel ou complètement hors de mon contrôle? Par exemple, le résultat d'un examen relève du contrôle partiel. Vous pouvez étudier et vous préparer, mais vous ne pouvez pas contrôler les questions qui tomberont, ni l'humeur de l'examinateur. L'opinion des autres à votre égard est, elle, totalement hors de votre contrôle. Votre propre intégrité et votre gentillesse, elles, sont entièrement sous votre contrôle. Si quelque chose est hors de votre pouvoir, acceptez-le comme une réalité, comme la météo. Vous ne vous énervez pas contre la pluie, n'est-ce pas? Vous prenez simplement un parapluie. Si quelque chose relève d'un contrôle partiel, concentrez-vous uniquement sur votre part. Faites tout ce qui est en votre pouvoir et lâchez prise sur le résultat. Cet exercice, tel une méditation, se transforme avec le temps en une habitude, et cette habitude est le fondement de la paix intérieure. Abordons maintenant le deuxième signe, et celui-ci est plutôt inattendu. Il vous arrive d'imaginer le pire scénario possible. Cela peut sembler étrange, n'est-ce pas? Pourtant, on nous enseigne constamment à penser positif et à visualiser la réussite. Et vous, à l'inverse, il vous arrive de vous poser et de vous dire « Et si on me renvoyait? Et si ce projet capotait? Et si je tombais gravement malade ?» De l'extérieur, cela pourrait ressembler à du pessimisme, voire du masochisme. Mais les stoïciens appelaient cela la préméditatio malorum, ou la préméditation des mots, et c'est un outil incroyablement puissant. Le but de cet exercice n'est pas de vous enfoncer dans la dépression, mais plutôt de priver à l'avance une potentielle catastrophe de sa force principale, celle de la surprise et de la peur. Quand vous réfléchissez calmement au pire scénario, vous réalisez souvent qu'il n'est pas si terrible que ça. Imaginons, vous perdez votre emploi. Que faites-vous? Vous cherchez un nouvel emploi. Vous avez des compétences, des économies, des amis pour vous soutenir. Vous élaborez mentalement un plan B et la peur recule. Elle est remplacée par la certitude que vous saurez y faire face. Voyons ensemble comment fonctionne cette préméditation des mots. Premièrement, elle vous rend plus résistant aux coups du sort. Quand un coup dur survient réellement, ce n'est plus un choc pour vous. Vous vous êtes déjà projeté mentalement dans cette situation. Votre esprit est prêt. C'est comme un vaccin contre la panique. Vous ne perdez pas de temps précieux dans les étapes de déni et de colère, mais passez directement à la résolution du problème. Deuxièmement, et plus important encore, cet exercice décuple le sentiment de gratitude pour ce que vous avez ici et maintenant. Lorsque vous imaginez avoir perdu votre emploi, puis que vous ouvrez les yeux et constatez que vous l'avez toujours, vous le chérissez bien davantage. Quand vous visualisez une maladie grave, vous ressentez la joie d'être en bonne santé avec une intensité nouvelle. Ce contraste vous pousse à apprécier les choses simples que vous prenez habituellement pour acquises. Ainsi, en envisageant les épreuves, vous rendez en réalité votre vie présente bien plus épanouie et plus consciente. C'est un paradoxe que les stoïciens avaient déjà cerné il y a des milliers d'années. Il est essentiel de dissiper un mythe. Cet exercice n'a absolument rien à voir avec la soi-disant loi de l'attraction dans sa dimension négative. Vous n'attirez pas le malheur simplement en y pensant.
La pensée ne fonctionne pas de la sorte. Vous ne pouvez pas, par la simple force de votre esprit, provoquer un tremblement de terre ou un licenciement. Il s'agit uniquement de préparer votre fort intérieur à d'éventuels événements extérieurs. C'est une forme d'entraînement mental, à l'image des exercices pratiqués par les pompiers. Ils simulent un incendie non pas pour le provoquer, mais pour s'y préparer. De plus, c'est un puissant antidote à la positivité toxique, cette idée qu'il faudrait toujours et en toutes circonstances ne voir que le bon côté des choses et réprimer toute pensée négative. Parfois, un regard lucide sur les risques et les problèmes potentiels est l'approche la plus saine et la plus constructive. Alors, si vous vous surprenez parfois à mentalement passer en revue les pires scénarios, ne vous reprochez pas votre pessimisme. Il est fort possible que votre intuition utilise une ancienne technique stoïcienne pour fortifier votre esprit. Comment appliquer cette technique de manière sûre et efficace? Il ne s'agit pas de le faire en permanence ni de se complaire dans des fantasmes sombres, il suffit d'y consacrer quelques minutes une fois par semaine. Choisissez l'une de vos angoisses. Par exemple, la peur de prendre la parole en public. Asseyez-vous dans le calme et imaginez en détail le pire scénario possible. Vous montez sur scène et vous oubliez tout votre texte. Le public se met à rire. On vous siffle. Ressentez pleinement ce sentiment de honte et d'humiliation, juste dans votre imagination. Puis, posez-vous la question. Et alors, que se passera-t-il le lendemain? Le monde va-t-il s'écrouler pour autant? Non. Vous rentrerez chez vous, vos proches vous apporteront leur soutien. Une semaine plus tard, plus personne n'y pensera. Vous réaliserez que vos peurs sont souvent bien plus terrifiantes que la réalité elle-même. Cette approche diminue considérablement votre niveau d'anxiété face à un événement réel. C'est comme si vous aviez prévécu cette peur sous une forme légère. Ainsi, lorsque vous monterez sur la véritable scène, votre cerveau saura déjà que même dans le pire des scénarios, rien d'irréversible ne se produira. Le troisième signe, et celui-ci pourrait vous sembler encore plus étrange, de temps en temps, vous vous exposez volontairement à de petites formes d'inconfort. Par exemple, vous décidez de prendre une douche froide alors que l'eau chaude est à votre disposition. Ou vous parcourez plusieurs kilomètres à pied, même quand le bus est une option facile. Peut-être sautez-vous délibérément un repas, pratiquant le jeûne intermittent, sans même chercher à maigrir. Ou encore, vous choisissez de dormir une nuit par terre plutôt que dans votre lit confortable. Dans quel but? Pour un hédoniste en quête de plaisir, cela ressemblerait à une auto-torture absurde et inutile. Mais dans la perspective du stoïcisme, c'est un entraînement. C'est comme une séance à la salle de sport, non pas pour les muscles de votre corps, mais pour renforcer ceux de votre volonté et de votre esprit. Chaque petite épreuve contrôlée vous prouve que vous êtes capable d'endurer bien plus que vous ne le pensez. Vous apprenez à distinguer le besoin réel du simple désir de confort. Vous réalisez que vous pouvez vous contenter de peu, et cela procure un sentiment de liberté incroyable. Vous ne craignez plus les difficultés, car vous les créez et les surmontez vous-même régulièrement. Quel est le sens profond de cette pratique que les stoïciens appelaient les inconforts volontaires? Premièrement, elle forge votre volonté. Dans un monde où tout tend vers le confort maximal, notre détermination s'affaiblit. Nous devenons dépendants des facilités. L'ascenseur est en panne, c'est le drame. Internet coupé pendant 1 heure, c'est la panique. L'inconfort volontaire nous redonne le contrôle. Lorsque vous choisissez consciemment la voie difficile, vous entraînez votre capacité à faire ce qui doit être fait et non ce qui vous plaît. Cette aptitude vous sera ensuite précieuse pour les choses qui comptent vraiment. Mener à bien un projet complexe, maintenir une pratique sportive ou encore tenir parole. Deuxièmement, cette pratique élargit votre zone de confort. Ce qui vous semblait autrefois insupportable devient tolérable. Une douche froide est d'abord un choc, mais en 1 semaine on s'y habitue. Et après cela, le temps frais à l'extérieur ne vous effraie plus autant. Vous devenez moins délicat, plus adaptable à toutes les conditions. Vous devenez antifragile. Les difficultés, loin de vous briser, vous rendent plus fort. Il existe un autre effet, inattendu et des plus agréables, de l'inconfort volontaire. Celui-ci décuple incroyablement la sensation de plaisir procurée par le confort. Après une journée passée debout,
quel délice de s'installer dans un fauteuil confortable. Après une douche froide, quel bonheur de s'envelopper dans une serviette chaude. Après un repas manqué, le mets le plus simple paraît exquis. Nous vivons à une époque où le confort de base est devenu la norme. Nous ne l'apprécions plus à sa juste valeur, le considérant comme un dû. L'inconfort volontaire nous en prive temporairement. Et quand nous le retrouvons, nous ressentons une joie quasi enfantine, une gratitude profonde. Cela permet de réinitialiser nos récepteurs de plaisir. On se met à apprécier ce que l'on a et on cesse de courir après des plaisirs toujours nouveaux qui de toute façon n'apportent pas une satisfaction durable. Ainsi, en acceptant délibérément l'inconfort, on augmente paradoxalement le niveau général de bonheur et de satisfaction dans sa vie. Comment s'y prendre sans aller dans les extrêmes? Inutile de partir en stage de survie en pleine taïga dès le premier jour. Commencez par de petits pas, par ce qui est à votre portée dès aujourd'hui. Choisissez une seule chose. Par exemple, cette semaine, décidez de toujours prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Ou tentez de vous passer de sucre et de café pendant une journée. Ou laissez votre téléphone dans une autre pièce pendant toute une soirée. L'important est que ce soit un choix délibéré de votre part, et que cela ne présente aucun risque pour votre santé. Observez attentivement vos sensations. Votre cerveau va se rebeller, se plaindre, tenter de vous convaincre de tout abandonner. Votre tâche est simplement d'observer cette voix intérieure et de persévérer dans ce que vous avez décidé. Chaque fois que vous remportez une victoire dans cette petite lutte intérieure, votre volonté s'affermit, et vous réalisez de plus en plus que votre confort et votre bonheur ne dépendent pas tant des conditions extérieures que de votre état d'esprit. Et c'est là précisément l'une des idées maîtresses du stoïcisme. Le quatrième signe, il se compose de deux volets, comme les deux faces d'une même médaille. Le premier volet, vous méditez régulièrement sur la finitude de l'existence. Loin de vous plonger dans la dépression, cette pensée vous motive au contraire. Vous pouvez vous surprendre à penser « je ne suis pas éternel, le temps file ». Pour beaucoup, cette simple idée génère de l'anxiété, voire de la panique. Mais pour un esprit stoïque, c'est un puissant filtre à priorité. Cette pratique s'appelle « memento mori ». Souviens-toi que tu mourras. Quand vous êtes conscient que votre temps est compté, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Ce que je fais en ce moment précis, est-ce vraiment essentiel? Cette querelle dans laquelle je me suis engagé, vaut-elle vraiment mes précieuses minutes? Cette série que je binge-watch depuis 5 heures, est-ce la meilleure façon d'employer mon temps? La conscience de cette finitude balaie tout le superflu, toute la futilité. Elle vous pousse à vous concentrer sur ce qui a une importance capitale, les relations avec vos proches, la création, l'aide aux autres, la découverte du monde. Si la pensée de la mort, loin de vous paralyser, vous pousse à agir et à vivre pleinement, alors c'est un signe éminemment stoïque. Passons maintenant à l'autre facette de cette médaille. Elle s'appelle Amor Fati, l'amour de sa destinée. C'est un niveau plus avancé. Il ne s'agit pas simplement d'accepter ce qui se produit, mais d'y adhérer sincèrement et même de l'aimer. Cela signifie accepter tout, sans exception, le bon comme le mauvais, les succès comme les échecs. Pourquoi? Parce que tout cela fait partie de votre parcours de vie unique. Les stoïciens croyaient que l'univers est doué de raison et que tout ce qui arrive a une cause et un but, même si cela nous échappe. Amor fati, c'est renoncer à lutter contre la réalité, c'est dire adieu aux pensées du type « Ah, si seulement !» Au lieu de cela, vous vous dites « Oui, c'est arrivé, et c'est une bonne chose, cela fait partie de mon chemin, qu'est-ce que je peux en retirer ?» On vous a licencié? Amor fati, c'est une opportunité de trouver un emploi qui vous plaît vraiment. Vous avez rompu avec votre partenaire? Amor fati, c'est une chance de mieux vous connaître et de comprendre ce que vous attendez d'une relation. Cela ne veut pas dire qu'il faut se réjouir des tragédies, cela signifie qu'il faut les accepter comme une partie intégrante de la vie et y voir un potentiel de croissance. Quel est le lien entre Memento Mori et Amor fati? Ils se complètent parfaitement. Le Memento Mori, c'est votre boussole. Il vous indique quoi faire, où diriger vos efforts pendant le temps qui vous est alloué. Il vous aide à agir judicieusement.
Le amor fati, c'est votre ancrage. Il vous enseigne comment réagir face aux événements qui surviennent pendant que vous agissez. Il vous aide à percevoir la réalité avec justesse. Imaginez-vous en capitaine de bateau. Le memento mori vous rappelle que le voyage n'est pas éternel et qu'il faut mettre le cap sur votre destination sans vous laisser distraire par des futilités. Quant à l'amor fati, il vous enseigne à embrasser aussi bien la tempête que le calme plat, car l'un comme l'autre font partie de la mer et donc de votre propre voyage. Sans les tempêtes, vous n'apprendriez jamais à maîtriser votre navire. Sans les accalmies, vous ne sauriez apprécier la valeur d'un vent favorable. La personne qui intègre ces deux principes devient incroyablement forte. Il est difficile de la faire dévier de sa route, car elle sait exactement où elle va. Et il est impossible de la briser, car elle accueille toutes les conditions météorologiques qui se présentent sur son chemin. Vous vous dites peut-être que tout cela est un peu trop philosophique, déconnecté des réalités. Mais regardez-vous. Ne vous est-il jamais arrivé qu'un coup dur survienne et qu'avec le recul des années plus tard vous réalisiez que c'était finalement pour le mieux? Ce licenciement vous a peut-être mené à la vocation de votre vie. Cette rupture douloureuse a laissé la place au véritable amour. Ce projet raté vous a enseigné des leçons qu'aucun livre n'aurait pu vous apprendre. Si vous avez ce genre d'expérience et que vous avez appris à faire confiance à ce processus, alors vous pratiquez déjà l'amor fati. Vous ne vous contentez pas de subir la fatalité, vous apprenez à collaborer avec elle, vous commencez à voir dans les obstacles non pas des murs infranchissables, mais des marches. C'est là le sommet du stoïcisme, non pas une résignation passive, mais une acceptation active et créative de la vie dans toute sa plénitude. C'est transformer chaque poison en remède, chaque obstacle en une nouvelle voie. Si cette idée vous parle, alors vous êtes stoïque bien plus que vous ne l'auriez imaginé. Et enfin, voici le 5e signe, peut-être le plus surprenant. Vous avez la capacité de prendre de la hauteur face à vos problèmes. Imaginez que vous êtes profondément contrarié par quelque chose. Par exemple, vous venez de vous disputer avec un collègue pour une simple broutille. Vous êtes submergé par le ressentiment et la colère. À ce moment précis, vous faites un pas en arrière et vous vous éloignez mentalement de la situation. Vous vous représentez dans votre bureau. Puis, vous voyez l'intégralité du bâtiment. Ensuite, votre quartier, votre ville. Vous continuez à vous éloigner jusqu'à percevoir votre pays sur le globe, puis la planète Terre tout entière, cette petite bille bleue qui flotte dans l'immensité noire et infinie de l'espace. Et quelque part là, sur cette bille, dans l'un des milliards de bâtiments, est assis un petit être humain, vous en colère contre un autre petit être humain. Comment votre problème vous apparaît-il maintenant? Quelle est son importance à l'échelle de l'univers? Cette technique, que Marc Aurèle lui-même appréciait particulièrement, est connue sous le nom de « la vue d'en haut ». Elle ne dévalorise absolument pas vos sentiments, mais elle les replace dans leur juste contexte. Elle révèle à quel point nombre de nos anxiétés sont éphémères et en réalité insignifiantes. Quel effet psychologique cette vue d'ensemble produit-elle? D'abord, elle apaise notre ego. L'ego est cette partie de nous qui considère nos problèmes comme le centre de l'univers. Il s'écrie « c'est injuste, ça ne devrait pas se passer comme ça, on m'a fait du tort ». La vue d'ensemble rappelle doucement mais fermement à l'ego sa juste place. Elle montre que le monde ne tourne pas autour de nous. C'est un sentiment incroyablement libérateur. Vous cessez de prendre tout personnellement. Le ressentiment et la colère s'estompent, car leur carburant, le sentiment de votre propre importance, s'épuise. À la place, viennent le calme et même une légère ironie envers vos propres tracas. Vous commencez à voir non seulement votre point de vue, mais aussi la situation dans son ensemble. Vous comprenez que votre collègue traverse peut-être lui aussi des difficultés et que sa brusquerie n'était pas directement liée à vous. Cette perspective génère non seulement la sérénité, mais aussi la compassion. Vous devenez plus sage et plus tolérant, envers vous-même comme envers les autres. Très important à comprendre, prendre du recul n'est pas un moyen d'échapper à ces problèmes ou de faire comme s'ils n'existaient pas. Il ne s'agit pas de se dire « mes problèmes sont insignifiants, je ne vais pas y penser ». Vos sentiments sont réels et importants. Cette approche n'a pas pour but de dévaloriser vos ressentis, mais de leur offrir la juste perspective.
C'est un peu comme regarder un tableau dans un musée. Si vous vous en approchez de trop près, vous ne verrez que des coups de pinceau isolés. Pour apprécier l'œuvre dans son ensemble, il faut s'éloigner de quelques pas. Il en va de même avec les problèmes. Lorsque nous sommes plongés au cœur d'une situation, nous ne percevons que le ressentiment, la peur, la colère. La prise de recul nous permet de nous éloigner à une distance sûre et de voir l'ensemble du tableau, les causes, les conséquences, les solutions possibles. Elle aide à passer d'une réaction émotionnelle à une analyse rationnelle. Ainsi, si vous vous êtes déjà surpris, dans les moments de stress, à tenter intuitivement de prendre de la hauteur par rapport à une situation et de la regarder d'un œil extérieur, sachez que vous utilisez l'un des outils les plus élégants de la sagesse stoïcienne. Comment pratiquer cette technique en pleine conscience? C'est d'une simplicité enfantine et ne vous demandera pas de temps supplémentaire. La prochaine fois que vous sentirez une vague d'émotions vous emporter, que ce soit l'anxiété avant un examen, la colère lors d'une dispute ou la blessure face à une critique, arrêtez-vous 30 secondes, fermez les yeux, commencez une ascension mentale, imaginez-vous dans une pièce, voyez cette pièce d'en haut, puis la maison, la rue, la ville. Ensuite, de plus en plus haut, des nuages, puis d'un satellite. Observez le continent, puis la planète tout entière. Ressentez le silence et la grandeur de l'espace. Demeurez à cet endroit quelques secondes. Puis redescendez lentement. Revenez à votre corps, à votre pièce. Ouvrez les yeux. Vous remarquerez que l'intensité émotionnelle a baissé. Le problème, s'il est toujours là, ne vous semble plus aussi énorme et accablant. Vous disposez désormais de l'espace mental et du calme nécessaires pour y réfléchir avec recul et clarté. C'est une méditation puissante, accessible en toute occasion. Et si vous pratiquez déjà quelque chose de similaire, alors vous êtes sur la bonne voie vers la maîtrise de soi stoïcienne. Alors, faisons le point. Vous êtes peut-être un stoïcien sans le savoir si, premièrement, vous séparez intuitivement ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas, et vous vous concentrez sur le premier. Deuxièmement, vous imaginez parfois le pire scénario pour vous y préparer, et ainsi mieux apprécier le présent. Troisièmement, vous vous imposez volontairement de petits inconforts de temps en temps pour endurcir votre volonté. Quatrièmement, vous êtes conscient de la finitude de la vie pour vivre de manière plus significative et vous acceptez tous les aléas du destin comme faisant partie du chemin. Et cinquièmement, vous savez prendre du recul face à vos problèmes, les regarder d'un point de vue aérien pour éviter que les émotions ne prennent le dessus. Comme vous le voyez, le stoïcisme ne consiste pas à réprimer ses sentiments. Il s'agit plutôt de courage, de sagesse et de maîtrise de soi. C'est une philosophie pratique qui aide à mener une belle vie malgré toutes ces embûches. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup d'entre nous en portent déjà les graines en eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous vous êtes reconnu dans certains de ces points, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces signes avez-vous remarqué chez vous? Ou peut-être avez-vous votre propre 6e signe de stoïcien secret? Partagez vos réflexions dans les commentaires, il sera très intéressant de lire vos histoires.